Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 5 décembre 2022. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Voilà, je sais qu'il y a un peu moins d'abonnements en ce moment, donc j'essaye de vous le rappeler. Bref, ce show qui débute avec la Bloodline, c'est un peu répétitif. C'est vrai que quasiment tous les derniers shows débutent avec la Bloodline. J'aimerais qu'on commence par des matchs de temps en temps. C'était le cas aussi avant, et là, bah non, on reprend les mauvaises habitudes avec la Bloodline qui parle. Alors c'est intéressant ce qu'ils disent la plupart du temps, mais des matchs, c'est quand même cool. Finalement, on a vu donc plus tôt dans la soirée, eh bien, les Usos et donc toute la Bloodline s'en est pris à Elias. Les Usos qui devaient défendre leur titre de champion par équipe face à Elias et Riddle. Et finalement, Riddle va arriver, il va dire bah, ce que vous avez fait, c'est pas très UC. Et j'avoue que c'est plutôt marrant. Sami Zayn qui va dire mais attends, tu n'es pas un UC logiste, un Usologiste. Tu ne peux pas dire ce qui est UC ou non. Regarde, là, les champions par équipe, les Usos, ils sont UC. Solo Sikoa, il est UC. Bref, Riddle va prendre le micro et dire bon, je vais quand même avoir ma chance pour le titre ce soir. J'ai demandé à quelqu'un qui aime pas trop les Usos, qui aime pas trop la Bloodline, de venir m'aider. Et c'est Kevin Owens. Et on va directement attaquer avec le match de championnat. Mais ouais, ça fait plutôt sens d'avoir Kevin Owens qui arrive là. Lui qui déteste la Bloodline. Là, il y a une opportunité pour un titre. C'est plutôt logique. Même si, voilà, encore une fois, c'est vrai qu'une promo comme ça, de cette manière-là, j'aurais aimé directement un match. On enchaîne donc avec les Usos qui défendent leur titre tag face à Riddle et Kevin Owens. Un poil déçu de la longueur du match. Honnêtement, je pensais que ça allait durer plus longtemps. On sait que le premier match de Raw peut durer entre 10 et 15 minutes. Là, ça va durer quoi, 7, 8 minutes? Pas plus. Il n'y a pas un suspense de dingue dans le match. On n'a pas voulu vraiment mettre de suspense dans ce match. Donc j'avoue que je m'attendais un peu plus, c'est vrai. Maintenant, vu la fin de match, vu l'après-match, eh ben, je peux comprendre. Voilà, sur le coup, je suis un peu déçu, mais vu la fin de match, je peux comprendre. Fin de match où finalement Solo Sikoa, une nouvelle fois, va faire une intervention et Riddle va être obligé de lui sauter dessus. Et bah, ça va lui coûter le match. Quand il va revenir sur le ring, il va prendre le 3D des Usos. Et les Usos vont conserver les titres. Après le match, les Usos continuent à frapper donc Matt Riddle, mais Kevin Owens va les envoyer en dehors du ring avec une chaise et donc va aller en backstage avec eux. Et du coup, Riddle se retrouve seul face à Solo Sikoa. Et là, c'est un moment important. Solo Sikoa qui va mettre Riddle dans le coin du ring, qui va lui mettre une chaise sur la tête et qui va lui porter, vous savez, cette fameuse course où après tu te retrouves avec la fesse, enfin les fesses plutôt, de la superstar en question dans le visage. Et cette fois-ci, tu as aussi la chaise donc sur le cou de Riddle. Et donc il va le faire Solo Sikoa et Riddle va être embarqué en civière. Alors clairement, c'est pour montrer la puissance de Solo Sikoa, mais ça depuis qu'il est là, je pense qu'on l'a compris et c'est très bien. Et surtout, c'est pour que Riddle soit absent quelque temps. Là, clairement, Riddle va pas revenir la semaine prochaine tranquillement. Non, là, on laisse un peu de temps de repos à Riddle. C'est mérité. Hein. Je trouve que là, depuis un petit moment, il a plus grand chose à faire, mais il a eu quand même une grosse année. Donc ça peut se comprendre qu'on le laisse un peu de temps de côté. Je trouve ça plutôt pas mal. Ça va lui permettre de revenir tranquillement après. Mais ouais, là clairement, on n'est pas prêt de revoir Matt Riddle. Match à 3 entre Bayley, Asuka et Rhea Ripley. Alors on aura 2 matchs à 3 dans cette soirée féminin. Et donc les vainqueurs, les gagnantes de ce match à 3 s'affronteront la semaine prochaine dans un match 1 contre 1. Et la gagnante de ce match affrontera la championne Bianca Belair. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Mais avant ce match, on a eu une promo de Becky Lynch qui, clairement, a cherché à déconcentrer Bayley. Voilà, on a cette histoire entre les deux, vraiment entre Becky et Bayley qui a débuté. Et là, clairement, Becky Lynch, elle cherche juste à énerver Bayley, à faire en sorte qu'elle ne soit pas concentrée pour ce match. Donc j'ai trouvé ça plutôt marrant et plutôt malin. Mais sinon, bref, on a ce match à 3 qui va durer 11 minutes, qui était vraiment très très bien. Une nouvelle fois, hein, la WWE ne se loupe quasi jamais dans les matchs à 3, que ce soit féminin ou masculin. Vraiment, à chaque fois, celui qui produit le match, vous savez, il y a toujours un producteur du match, une personne qui est responsable de ce match en backstage. Et bah, vraiment, à chaque fois, c'est très bien exécuté. C'est toujours d'excellents matchs à voir et c'est toujours aussi plaisant. Alors je note un petit botch de Asuka presque en rigolant parce que à un moment donné Asuka doit sauter sur une Rhea Ripley qui est à genoux il me semble pour sauter sur Bayley ou c'est l'inverse et finalement Asuka va un peu se louper.
mais je le dis presque en rigolant parce que je pense que c'est peut-être le seul botch de l'année pour Asuka. C'est vraiment, elle est assez exceptionnelle à ce niveau-là où il n'y a jamais rien qui dépasse. C'est toujours très très propre à chaque fois. Donc voilà, je le note presque en rigolant. Mais sinon, ouais, c'est vraiment excellent. On a une super Rhea Ripley, on a une super Bayley, super Asuka. Le public réagit bien. Vraiment, j'ai rien à dire sur le public pour le moment dans cette soirée. Le public est vraiment cool, je trouve. Réagit à la babyface qui est Asuka. Donc vraiment, rien à dire. La fin de match, finalement, où Bayley va se retrouver en 1 contre 1 avec Asuka et Bayley va l'emporter. Bayley donc qui avance jusqu'au match la semaine prochaine. Après le match, Rhea Ripley, elle qui est plutôt énervée de ne pas avoir eu cette opportunité, eh bien va s'en prendre à Asuka. Je pense que c'est plutôt malin. Je pense que c'est même très très malin de ne pas mettre Rhea Ripley tout de suite maintenant face à Bianca Belair. Je pense qu'on va le réserver pour un truc un peu plus gros. Peut-être WrestleMania. Je ne sais pas s'ils oseront aller jusque WrestleMania, mais ouais, je pense que Rhea Ripley, il y a quand même de gros plans pour elle. Seth freaking Rollins et sur le ring, Seth Rollins nous apprend que la semaine prochaine, il fera face à Bobby Lashley et le gagnant de ce match aura une opportunité pour le titre des États-Unis de Austin Theory. Encore une bonne ambiance pour le coup, hein. Le public une nouvelle fois qui chante le thème d'entrée de Seth Rollins, toujours aussi cool. Finalement, Rollins veut parler de Bobby Lashley, donc il demande à Bobby Lashley de venir. Bobby Lashley qui arrive, très classe, hein. Belle tenue les deux, vraiment rien à dire. Et Rollins va chercher une nouvelle fois Bobby Lashley, va lui dire mais Bobby, depuis Crown Jewel, depuis ta défaite face à Brock Lesnar, tu n'es plus le même. Ça on l'a tous vu, tu n'es plus la même personne. Et je me demande pourquoi en fait, pourquoi Brock Lesnar, pourquoi cette obsession avec Brock Lesnar? Est-ce que tu es jaloux de Brock Lesnar? Est-ce que tu as peur de Brock Lesnar? Enfin bref, il comprend pas trop, mais c'est vrai que, encore une fois, hein, le personnage de Rollins, j'arrive pas à le comprendre. C'est-à-dire que, est-ce que c'est un babyface? Un babyface n'agirait pas de cette manière-là. Donc, c'est vrai que j'ai toujours cette question dans ma tête de me dire, ok, il est babyface, mais il agit pas comme un babyface, donc c'est bizarre, c'est très bizarre. Finalement, les deux vont s'en mettre plein la tête. La sécurité va arriver, hein, vraiment, il y a beaucoup de monde là pour le coup. Mais Bobby Lashley va mettre un gros spear à un membre de la sécurité, un officiel de la WWE. Donc on peut imaginer qu'il y aura des sanctions pour Bobby Lashley. Mais ouais, là c'était vraiment cool parce que là il n'y avait pas juste 3-4 gars pour les séparer. Là ils étaient bien une dizaine et c'était assez impressionnant. Et j'avoue que j'aime toujours les grosses bagarres où il y a plein de monde de partout, c'est le gros bordel. Austin Theory défend son titre de champion des États-Unis face à Mustafa Ali. Les deux se sont confrontés en backstage et clairement Austin Theory lui a dit « Tu parles d'opportunité depuis des semaines, eh bien c'est ta dernière opportunité. Maintenant, dès que je t'aurai battu, je veux plus entendre parler d'opportunité et plus entendre parler de toi. » C'est un match qui débute bien, même s'il y a un léger botch, décidément. Hein, sur un Hurricanrana porté par Ali, tu sens que sur le coin du ring, Austin Theory doit bloquer ce Hurricanrana, mais il le bloque pas assez et les deux tombent. Mais c'est pas si moche, c'est pas un botch qui est horrible à voir, c'est pas très moche. Franchement, j'en tiens presque pas compte. Mais finalement, ça va pas aller plus loin, parce que je comprends rien à la fin de match. C'est-à-dire que Dolph Ziggler va venir mettre un super kick dans la tête de Theory, disqualification. Et donc forcément Mustafa Ali se dit attends, moi j'ai une opportunité et Dolph Ziggler vient me la gâcher en fait, me faire perdre cette opportunité. Ali va pas être très content, donc va se prendre la tête avec Ziggler, mais Austin Theory va en profiter pour casser la tête aux deux. Et donc Theory qui va poser avec son titre pour terminer le segment. Incompréhensible. Pourquoi Ziggler est encore une fois ramené dans cette histoire? Je n'en sais rien. Pourquoi? Vraiment, je trouve que ça n'a aucun sens. Ziggler qui va sûrement faire une promo pour nous expliquer, etc. Mais je trouve qu'à ce moment-là, ça n'a pas de sens. En plus, enfin, je veux dire, on va partir sur Ali Ziggler. J'en sais rien. Vraiment, je sais pas. Là, pour le moment, c'est un peu flou. Je vais pas dire que c'est nul ou que c'est bien. Pour le moment, c'est flou. Vraiment, je sais pas où ça veut aller. Je comprends pas. Z aussi fait face à Alpha Academy et Baron Corbin. Alors, pourquoi on a ce match? Eh bien, c'est suite à une partie de poker organisé par JBL. Voilà, il y a eu quelques embrouilles et donc on a ce combat. C'est un match qui va durer quelques minutes. Bon, voilà. J'avoue que c'est pas le match qui me hype le plus, c'est pas le match qui m'a donné le plus de plaisir entre guillemets, même si la fin est plutôt cool où à peu près tout le monde va enchaîner ses grosses prises et voilà, c'est pas mal, mais j'avoue que le match met vraiment beaucoup de temps à démarrer alors qu'il est pas très long. Et bon, The aussi face à Alpha Academy et Baron Corbin qui se font face suite à une partie de poker, donc c'est pas ce qui me donne envie de regarder Monday Night Raw, clairement. Bref, finalement, c'est, si je dis pas de bêtises, Karl Anderson qui va faire le tombé final sur Chad Gable. Bon, c'était
assez logique, hein. On n'allait pas faire un tombé sur Baron Corbin, on n'allait pas faire un tombé sur AJ Styles, donc c'est plutôt logique. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Akira Tozawa fait face à Dominic Mysterio, un match qui là aussi fait suite à cette partie de poker de JBL. Bah, ça dure 4-5 minutes, c'est plutôt pas mal. Et j'aime beaucoup le fait que Dominic Mysterio affronte des adversaires plutôt faibles sur le papier. Je pense à Shelton, là je pense à Akira Tozawa. Pour se faire la main, voilà, l'air de dire, ok, on sait que t'es jeune, et ben on va te donner de l'expérience en affrontant des personnes un peu plus faibles dans le roster. Et ça, je trouve ça plutôt malin. Et surtout que cette fois-ci, Dominic Mysterio ne va pas avoir besoin de l'aide du Judgment Day, va remporter ce match clean suite à un Frog Splash, donc ça c'est très bien comme ça. L'après-match aussi est très intéressant pour la suite du Judgment Day, où finalement le Judgment Day veut s'en prendre à Akira Tozawa, mais c'est les Street Profits qui vont venir pour aider Tozawa. Est-ce qu'on va partir sur un truc Street Profit contre Judgment Day? Est-ce que ça va être un peu ça la feud de ces prochaines semaines avant le Royal Rumble? Je pense que ça va être ça. Ça peut être pas mal, c'est bien pour les Street Profits qui viennent de revenir. C'est bien pour le Judgment Day, il faut quelque chose d'autre. Donc ouais, je trouve ça plutôt intéressant à voir ce que ça va donner. Et le main event, Becky Lynch fait face à Nikki Cross et Alexa Bliss. Donc la gagnante de ce match affrontera Bayley. Et les deux finalement auront un match pour déterminer qui sera la prochaine challengeuse de Bianca Belair. Bref, on a un match qui va durer une dizaine de minutes, qui est moins bon que le premier. Voilà, je le dis directement. Il est bon, je trouve que c'est un bon match, mais il est un peu plus chaotique, il est un peu moins précis, il est un peu moins technique, un peu moins bon dans tous les segments en fait. Déjà parce qu'il y a moins de talent, hein, et c'est pas manquer de respect à Nikki Cross et Alexa Bliss. J'enlève Becky Lynch quand je dis moins de talent, mais de dire qu'il y a moins de talent que dans une Bayley ou dans une Rhea Ripley ou dans une Asuka, voilà, c'est pas manquer de respect à leur carrière et à ce qu'elles ont fait. Mais voilà, il y a quand même moins de talent individuel et ouais, il y a moins d'alchimie, je trouve. Il y a moins de vrai enchaînement où tu dis ok, ça se comprend, ça enchaîne bien. Il y a moins de ce truc là. Je trouve que Becky Lynch par exemple, qui doit être la maître du ring à ce moment là, elle n'est pas exceptionnelle dans ce match non plus. Une nouvelle fois, hein, elle a fait son retour il y a quelques temps, etc. Je lui excuse un peu tout à Becky Lynch, et vu ce qu'elle a déjà fait, en fait on sait de quoi elle est capable, donc voilà, tu excuses plus rapidement les gens donc, qui ont un gros potentiel et qui une fois font un match plutôt moyen. Voilà, tu peux les excuser, mais voilà, je trouve pas qu'elle est au top dans ce match, même si elle fait 2-3 prises intéressantes. Je pense à une descente de la cuisse où finalement c'est Nikki Cross qui tient Alexa Bliss sur la troisième corde. Enfin c'est un peu compliqué à expliquer, mais elle fait une descente de la cuisse et je trouve que c'est plutôt bien porté. Mais ouais, il y a 2-3 petits problèmes, surtout en termes de compréhension. Je crois qu'à un moment donné, Becky Lynch veut porter son man Slam et elle le fait, mais Nikki Cross, elle se projette pas assez bien sur le tablier. Il y a quelques enchaînements entre Nikki Cross et Alexa Bliss qui sont pas très beaux. Voilà, c'est pas un excellent match, c'est pas une catastrophe, mais voilà, il est quand même moins bon que le premier. La fin de match, elle est attendue, mais pour le coup, je trouve ça logique. C'est-à-dire que j'attendais cette fin de match avec Dakota Kai et Io Sky qui vont s'en prendre à Becky Lynch et qui vont la faire passer à travers la table. Ça, j'ai trouvé ça cool. Je m'y attendais, mais je trouve ça logique. Je trouve ça logique parce que on peut pas avoir Bayley face à Becky Lynch tout de suite maintenant alors que l'histoire vient de commencer. Donc je trouve ça très bien. Alexa Bliss va en profiter pour porter son finish sur Nikki Cross et gagner ce match. On aura donc Alexa Bliss face à Bayley la semaine prochaine. Donc ça c'est très bien aussi. Je sais pas si ce sera la semaine prochaine, mais je pense qu'il va se passer un truc avec Alexa Bliss. La mettre dans cette position à ce moment-là, avec tous ces trucs autour, avec Bray Wyatt, etc. Avec ce truc de heel turn. Je sais pas. Je pense qu'il va peut-être se passer un truc avec Alexa Bliss la semaine prochaine. Je trouve ça cool de l'avoir dans cette place-là parce que depuis quelques semaines, je trouve qu'elle est bien. Je trouve qu'elle est vraiment bien en forme et elle fait de bonnes performances. Mais voilà, je pense que ce main event aurait pu être un peu meilleur. Bilan de ce Raw. Alors ce qui est bizarre, c'est que ces derniers mois, j'ai eu des gros problèmes avec la division féminine, c'est-à-dire que c'était tout le temps le même match, c'était tout le temps la même chose et ça me saoulait et tout le reste du show était plutôt cool. Et ben là, je trouve que c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que là, ce qui se passe avec la division féminine, le fait de faire des matchs 3 contre 3, et ben je trouve que ça a réveillé un peu cette division, même la semaine dernière, etc. Il y a eu des choses, bref, il se passe des choses avec cette division féminine et là, ça m'intéresse, vraiment, il se passe des choses qui m'intéressent. Par contre, autour, et bah c'est redondant et c'est la même chose. On repart sur Bloodline Kevin Owens. Bon, ça on le sait, mais voilà, on est dessus, donc ça va mettre du temps à se mettre en place. Et en plus, ça va sûrement, la finalité de cette histoire, ça sera sûrement Royal Rumble et c'est dans 2 mois. C'est long 2 mois. Et ensuite, tout ce qui se passe autour du titre des États-Unis, c'est la même chose. Bref,
c'est un peu redondant, du coup, c'est pas un très bon Raw pour moi. Sachant qu'en plus, c'est 3 heures, vraiment, vraiment 3 heures. C'est long, c'est quand même très très long. Vraiment, c'est très long. Et du coup, ouais, c'était compliqué pour moi. Les matchs féminins m'ont vraiment intéressé, surtout la projection et le pourquoi du comment tu fais ça. J'ai beaucoup aimé. Le reste, c'était un peu plus compliqué pour moi. Donc, si je dois donner une note. Je vais être dur, mais on est sur un 5,5, 6 sur 10. Ouais, je pense qu'on est sur ce type de note-là. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner, c'est très important. Et nous, on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Salut, salut!